Bonjour tout le monde, bonjour Saverio. C'est avec plaisir que nous sommes là tous les 2 pour, échanger et partager autour de la haute sensibilité et plein d'autres sujets, dont l'amour de soi et la régulation. Bonjour Anne-Catherine, merci beaucoup pour cette rencontre. C'est une année particulièrement importante pour nous, personnes hautement sensibles, personnes ultra sensibles, parce que nous fêtons deux grands anniversaires, non seulement les 30 ans de la haute sensibilité, puisque Helen Aron, la pionnière américaine, a publié son premier livre à partir de sa première étude en 1996, mais aussi les 10 ans de l'Observatoire de la sensibilité. Et nous sommes toutes et tous très heureuses, très heureux de vivre ces grands moments. Je remercie chacune et chacun de vous d'avoir participé à ces événements. Et c'est comme ça que nous créons ce que j'appelle la révolution sensible, qui met la sensibilité au cœur de nos vies et qui fait que nous humanisons de plus en plus nos relations, mais aussi la planète. Grand programme. Mmh. Alors, aujourd'hui, avec Anne-Catherine, nous allons parler de l'amour de soi, de l'amour de sa sensibilité et comment faire pour la réguler quand ça devient plus compliqué, quand on sature et notamment quand on est fatigué. Nous sommes bien nombreux, à vouloir, honorer la sensibilité et dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'il est vraiment urgent de la mettre en avant, et c'est ce que nous faisons au sein de l'Observatoire, dans nos rencontres, par ces échanges et par toutes les belles personnes, qui sont là parmi nous et où notre haute sensibilité, bah, parfois, c'est pas évident, je pense qu'on peut le dire, la sensibilité est quelque chose de merveilleux. Rien qu'à nous voir là tous les 2, on a des pépites dans les yeux dans ce genre d'échange et je pense que ça, c'est vraiment une chouette particularité hem, dans cette sensibilité. Mais c'est vrai que parfois, bah, il y a des moments où on a tendance à saturer, on en parlait avant l'enregistrement. Et moi, je voudrais présenter, beh, 2 de tes derniers bouquins, 2 de tes derniers livres qui sont merveilleux. Donc «J'apprends à me consoler» qui est, on avait fait un enregistrement déjà, enfin on avait fait un échange, déjà sur ce livre parce que moi je le trouve, vraiment merveilleux avec plein d'outils, plein de, comme il y a un fil rouge là, pour s'aimer encore plus, se comprendre encore plus avec plein d'outils, de partage, d'expériences, pour justement, beh, apprendre à se consoler et à s'aimer parce que finalement c'est ça qui nous arrive quand on se comprend mieux et qu'on s que j'ai envie de dire qu'on s'accepte entièrement, qu'on se connaît entièrement et qu'on se console et le deuxième, guérir, de notre traumatisme qui est aussi une pépite avec, des témoignages touchants. Vraiment, moi j'ai vraiment été très émue, en le lisant, par les témoignages, et par aussi avec des exercices, sur la régulation, qui sont très précieux. Merci beaucoup en tout cas Saverio, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus justement sur ces 2 livres, hem et comment ces 2 livres peuvent justement nous aider, dans ce phénomène de saturation ou dans ce phénomène parfois où on sent que notre système nerveux est parfois, sur les chapeaux de roue, si je peux me permettre cette expression? On peut s'appuyer sur l'un de ces livres, même si on est hautement sensible, et peut-être surtout si on est hautement sensible, pour trouver quels sont les outils, les pratiques, les exercices qui vont nous permettre de mieux vivre notre quotidien. Et moi, ce qui me passionne, et ce qui me fascine, c'est vraiment cette approche de revenir au corps. Mais justement dans ces 2 livres et dans ce qu'on aime partager aussi, Saverio, c'est vraiment l'importance du corps, l'importance de revenir à soi, mais soi vraiment, j'ai envie de dire dans la matière, si on peut se permettre ça et d'aller écouter, vraiment à l'intérieur, de soi ce qui se passe et aussi avec les traumatismes et les traumas, finalement le corps est la porte ouverte pour la guérison. Est-ce que, tu parles du concept de neuroception, est-ce que tu voudrais nous en dire plus justement, par rapport à cette importance du corps et la neuroception? Oui, alors effectivement, Anne-Catherine et moi, depuis des années, nous faisons tout pour favoriser le retour au corps, non seulement pour chacun de nous, dans nos vies personnelles, mais aussi avec nos patientes et nos patients, nos clientes, parce que nous nous sommes rendus compte dans nos pratiques que c'est vraiment la voie royale pour l'écoute de soi, la compréhension de soi et la guérison des blessures. Et cette écoute du corps, elle va passer par l'écoute de nos sensations, parce que avant même le récit que l'on fait sur notre expérience ou les comportements que l'on a dans telle ou telle situation, il y a les émotions.
et que nos émotions, elles découlent de la perception que nous avons des situations, qui elles-mêmes découlent de la neuroception ou de ce que certaines personnes appellent l'interoception. Ce sont deux termes un peu compliqués, mais qui veulent simplement dire que notre système nerveux autonome inconscient perçoit, enfin repère dans la réalité toutes sortes de signaux par rapport à ce que nous allons vivre comme étant sûr, des situations de fiabilité, de sûreté, de confiance, de tranquillité, de bien-être, des situations où tout va bien, et des situations avec plus ou moins de risques qui nous demandent de nous mobiliser, de faire en sorte de pouvoir fuir, combattre, rejeter, faire face, et des situations même de danger, supposées ou réelles, dans lesquelles nous avons besoin de nous protéger encore plus, et quand nous ne pouvons ni fuir, ni combattre, ni rejeter, eh bien, nous allons à ce moment-là nous figer, nous geler, nous être sidérés, être dans une forme d'hébétude, voire de dissociation. Et on voit bien que plus on est sensible, plus on va détecter rapidement les signaux de soit de bien-être, de tranquillité, de fiabilité, soit de risque, soit de danger, et encore plus rapidement chercher à répondre, résoudre ce qui se passe, trouver une solution, une issue, ou alors se figer quand vraiment on a tout essayé et que ça ne fonctionne pas, et notamment pour nous personnes hautement sensibles, quand la saturation devient trop forte, ça équivaut pour la neuroception de notre système nerveux à un danger vital. Mhm. Ça, c'est très important que les personnes hautement sensibles comprennent que même si on n'est pas face à un danger réel à l'extérieur, si notre niveau de saturation devient vraiment trop élevé, et c'est souvent le cas quand nous travaillons beaucoup, quand nous avons beaucoup de réunions, qui en plus la vie de famille, ou alors qu'il y a des mauvaises nouvelles dans le monde, etc., il arrive à un stade au-delà duquel la saturation est telle qu'elle met le système nerveux autonome dans un état d'alerte extrême qui va nous figer, nous geler, nous mettre en dissociation, ou en tout cas dans une espèce d'immobilisation où nous ne savons plus quoi faire pour faire face à la réalité. Et ça devient très douloureux pour nous parce que nous aimerions pouvoir répondre par des mots, par un message, une action, un geste, etc. Et nous ne le pouvons pas dans ces cas-là. Et voilà pourquoi il est si nécessaire d'avoir à sa disposition des outils de régulation. Oui, quand tu parles comme ça me rappelle vraiment une situation que j'ai vécue, il y a vraiment quelques jours. Et donc je trouve, enfin, j'ai utilisé le mot passionnant, mais je le redis vraiment parce que ça permet de comprendre et de se dire: «OK, en fait, c'est ça qui m'arrive». Parce que ça peut être, enfin, je vais vous expliquer la situation, mais j'ai vraiment ressenti un inconfort et évidemment, moi, je suis de plus en plus à l'écoute de mon corps, donc du coup, mon corps me donne des signaux, enfin, je les entends fort, donc ça peut être vite le bouillon à l'intérieur de moi. Mais j'étais, voilà, j'étais dans un atelier créatif, et j'y allais justement pour me ressourcer et en fait, on était moins nombreux que ce qui était prévu, bien heureusement pour moi, parce que déjà quand on est beaucoup de monde, moi, c'est compliqué, par ce phénomène sans doute de saturation. Puis bon, c'est l'hiver aussi, donc il y a moins de luminosité, donc on est peut-être un peu plus fatigué. En tout cas, moi, je le ressens fort et il y a un moment donné, à côté de moi, il y avait 2 personnes qui parlaient constamment, en fait, et en même temps, il y avait «les instructions» entre guillemets pour pouvoir créer. C'était voilà, c'était, dans la création, donc il fallait que je comprenne et puis, il fallait que je me concentre et en même temps ça parlait, puis il y avait les instructions et à un moment donné, alors quand je dis ça, je n'en veux à personne, je comprends que les personnes parlaient, hein, elles se retrouvaient, voilà, mais moi j'ai senti vraiment, hein, c'est ça ici, c'est venu, ça m'a serré et je pense que j'ai dû serrer les dents et sans doute que je me suis toute remise comme ça. Alors sans doute que ça s'est pas vu, mais en tout cas moi je le sentais, je le percevais et bon, voilà, je me suis dit: «OK, Anne-Catherine, tu as le droit». Maintenant, il y avait quand même j'ai le droit de ressentir tout ça, mais il y avait quand même cette, «Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire?» L'histoire de la fuite quoi, quelque part, hein, puisque je me dis: «Mais moi, j'ai envie de vivre cet atelier, mais dans ces conditions-là, je vais pas y arriver». J'ai pas pris mes boules qui parce que c'est quelque chose que voilà, pour me préserver, je préfère ce terme-là que de me protéger. Pour me préserver, il m'arrive de prendre mes boules qui et de les mettre. Là, je les avais pas, puis je me voyais mal dire: «Est-ce que je peux changer de place?» Enfin, c'est toujours délicat aussi, j'avais pas envie de heurter les gens, mais j'ai vraiment senti ici, ça me venait donc voilà, je j'ai, j'ai vraiment, et grâce, voilà, à tous les outils et à tout ce recentrage du corps et je vais te proposer voilà, d'en partager, d'autres après.
moi, ce qui m'a aidée, c'est vraiment de dire: «OK, tu reviens à ton corps, tu as le droit de ressentir tout ça». J'ai été aux toilettes, je dis souvent moi en formation ou en conférence que les toilettes sont mes amis pour ça aussi, pour vraiment aller reprendre, une bulle d'oxygène finalement, mais je rajoute ce mais parce que c'était quand même très compliqué et très inconfortable à vivre. Hem, Parce que, bah, j'étais contente d'être là, j'avais envie d'être là, il y a enfin et j'étais un peu perdue donc finalement, quand tu parles, elle est de neuroception, de choses qui peuvent être, dans le figement ou en tout cas dans moi, je voyais vraiment ce combat intérieur à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est une illustration de ce que tu as expliqué là, maintenant? Oui, c'est une belle illustration parce que moi, je vous ai donné l'explication un peu théorique. Et là, tu nous donnes une illustration complexe dans la réalité. Et dans la réalité, les états du système nerveux autonome peuvent se mixer. C'est-à-dire que là, dans la situation dont tu nous parles, il y avait à la fois une mobilisation par rapport à ces personnes qui parlaient, comment je vais faire pour me continuer à me centrer sur les consignes, à être créative, à prendre de la distance avec leurs paroles, à relativiser en me disant elles sont contentes de se retrouver. Donc toutes sortes de choses qui sont du côté de la mobilisation. On fait énormément d'efforts, pour le dire avec d'autres mots, on fait énormément d'efforts pour que tout se passe bien en soi, autour de soi, dans telle ou telle situation. Et puis on sent bien que la limite arrive et que pour éviter l'immobilisation et le figement, il y a comme une espèce de sursaut de survie, et les mots ne sont pas trop forts dans ces cas-là, qui est je vais aller aux toilettes ou je vais aller faire un tour ou qu'est-ce que je fais vraiment en dehors de tout ce que j'ai déjà fait pour m'en sortir dans cette situation qui pour moi est difficile et contraignante et- et pénible. Qu'est-ce que je fais pour vraiment m'en sortir? Et là, tu t'es mise en mouvement et tu as bien fait pour aller aux toilettes. Oui et moi, ce que j'ai envie de vous dire, vous qui m'écoutez, c'est que, beh, j'accompagne des personnes hautement sensibles. Ma spécialité, c'est les émotions et ça m'arrive encore, je veux dire, ça, c'est important de pouvoir se le dire aussi parce que, tout un temps, moi, je me disais: «Mais enfin, tu as tous les outils, toi, enfin, tu maintenant ça suffit, quoi, c'est bon». Mais non, en fait, cette saturation, et donc cette neuroception aussi, beh, elle fait partie aussi, elle de nous, finalement, dans des moments qui sont, inconfortables et ce qui est chouette, c'est que justement, on a des outils, mais c'est encore OK de les vivre parce qu'on est humain et parce que justement, on a cette haute sensibilité qui nous fait vivre qui nous fait vivre, non, des choses de manière fort intense. Rien qu'à l'expliquer, on voit l'intensité qui était là et qui débordait. Maintenant voilà, c'est mon expérience, je ne sais pas comment vous le vivez, derrière l'écran, mais et n'hésitez pas à mettre en commentaire, par exemple, si ça vous parle ou si vous avez, voilà, ça fait écho dans certaines circonstances. Mais, voilà, moi je trouve qu'en tout cas, bah, Oui, se le c'est très dire important. oui, C'est pardon. très important ce que tu dis parce que même quand on a des outils, des exercices, des pratiques, et comme toi et moi, on les pratique tous les jours, on les connaît bien, ça n'empêche pas d'avoir des émotions fortes, ça n'empêche pas d'être débordé, de saturer, d'être dépassé par les événements ou les situations. L'avantage qu'on a quand on connaît ces exercices et ces pratiques, c'est qu'on on sait sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour réguler notre système nerveux, mais je ne voudrais surtout pas que vous ayez l'impression qu'on peut atteindre un idéal dans lequel on ne serait plus perturbé par ce que nous ressentons, ce que nous vivons, ce qui se passe à l'extérieur de nous ou à l'intérieur de nous. Ça n'est pas possible. Ces outils, et si vous trouvez un meilleur mot qu'outil, c'est très bien, tous ces exercices, ces pratiques sont là pour nous aider dans les moments où justement il y a de la saturation, que ce soit un niveau faible ou moyen de saturation, voire un niveau très fort de saturation au niveau des sensations, des émotions, des intuitions ou même de la pensée, de nos idées. Et en fait, chaque jour, nous passons par différents niveaux de saturation, de régulation. Et comme on se le disait en discutant amicalement avant l'enregistrement, en fait, on met toute une vie Mmh à mh. connaître sa sensibilité, à apprécier, estimer, repérer son niveau de saturation, sa charge affective, comme je l'appelle, et trouver les bons outils de régulation dans telle ou telle circonstance pour faire au mieux. Et puis, quand on est seul chez soi, on peut faire tous les mouvements qu'on veut, mais quand on est dans les transports en commun, dans une réunion ou en face à face avec quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile d'appliquer certains mouvements de régulation parce que, et on va y venir, il y a des mouvements discrets ou des gestes discrets qu'on peut faire pour se réguler. Oui, les transports en commun, je trouve que c'est une bonne c'est un bon exemple aussi. Je dois dire qu'il y a quand même plus que quelques semaines, mais j'ai retesté les transports en commun. J'ai l'impression que j'ai vécu une semaine en 1 heure.
Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte avant, puisque ben, quand j'étais étudiante, je les prenais, mais je me dis, mais oui, mais je peux comprendre maintenant pourquoi j'étais aussi fatiguée en rentrant chez moi, hormis la journée, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est sportif, je trouve, dans certaines situations où, de nouveau, on est peut-être plus fatigué, parce qu'il y a ça aussi qui joue. Si on est plus fatigué, ben, on va être plus vite en saturation. Et dans les transports en commun, moi, j'aime beaucoup les exercices avec les yeux. Donc, est-ce que tu serais OK d'en partager? Moi, je veux bien partager celui que je préfère, voilà, après. Mais je trouve que ces exercices-là, en transport en commun ou dans un restaurant, parce que les restaurants, ça devient aussi parfois quand ça résonne. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en Belgique, les restaurants résonnent tout le temps. Et donc, du coup, là aussi, c'est moins évident. Est-ce que tu serais OK de nous partager un ou deux exercices avec les yeux? Oui, alors juste avant, dire simplement que le nerf vague, et je vous montrerai un exercice qui suit le parcours du nerf vague. Le nerf vague part des yeux. Donc le nerf vague, c'est le nerf le plus long du corps. Il s'appelle vague parce qu'il est vagabond. Il erre, il chemine dans tout le corps. Et donc il part de l'intérieur des yeux, passe vers les sourcils ou dessous les yeux, donc dessus ou dessous les yeux, passe par les tempes, va de chaque côté des oreilles, mais surtout derrière, mais passe aussi devant les oreilles. À ce niveau-là, il passe le long du cou, surtout à droite paraît-il, mais en tout cas le long du cou partout, et va vers l'arrière, c'est le nerf vague dorsal, et vers l'avant, c'est toute la poitrine, les bras et les organes vitaux, donc cœur, poumon et tout l'appareil digestif. Donc c'est intéressant parce que quand on régule notre système nerveux autonome, avec des mouvements des yeux, par exemple, ou de l'autocontact. Comme ça, c'est un geste très simple. Moi, j'avais une grand-mère, ma grand-mère espagnole. Elle faisait comme ça, oh ma poule, elle disait avec son accent espagnol. Oh ma poule, elle faisait comme ça. Ou mon poussin, enfin, elle faisait comme ça. Et j'adorais quand j'étais enfant parce que ce geste est effectivement très calmant. Donc, on peut le faire pour soi-même. Mais quand on a des gestes d'autorégulation, il se passe quelque chose au niveau de notre oreille. Et il y a un filtre qui est à la fois cérébral et auditif qui fait qu'on entend moins les bruits environnants et on entend mieux les voix. Ce qui veut dire que quand on sature, ça c'est très important pour les personnes hautement sensibles, quand on sature et que le système nerveux commence à dire non, stop, danger, 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 à ce moment-là, on entend de plus en plus ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Mmh. Alors évidemment, les boules pièces, c'est très important, ou le casque anti-bruit, ou même simplement un casque avec de la musique. Mais si on fait des exercices pour s'autoréguler, ce système auditif va faire en sorte qu'on va plus entendre les voix, notamment de celle de la personne qu'on veut écouter et entendre, et moins le brouhaha environnant. Donc ça, c'était une parenthèse importante Ouais, que la merci. neurobiologie a découvert. Alors, premier exercice à faire tout le temps, c'est l'ancrage des pieds. Même si on est dans sa voiture, ou dans un train, ou dans un bus, un métro, etc., on sent nos pieds posés par terre ou sur le sol, parce que le simple fait de revenir au pied, qui est l'opposé de la tête, ça calme, ça recentre et ça calme. En même temps, Anne-Catherine, je t'ai vu le faire et moi je le fais aussi systématiquement, dès que je sens mes pieds posés par terre ou sur le sol, je ferme les yeux. On sait maintenant que le simple fait de fermer les yeux calme le cerveau. Si je ferme les yeux 1 à 2 minutes, alors 2 minutes c'est mieux, mais parfois on n'a pas le temps. Si je ferme les yeux 1 à 2 minutes, je provoque une réinitialisation, une réharmonisation du cerveau, donc une micro-harmonisation du cerveau. Mais rien que ça, et ça on peut le faire, alors pas quand on conduit bien sûr, surtout pas, hein, mais quand on est chez soi ou dans un transport en commun ou même dans une réunion, le simple fait de fermer les yeux, qui n'empêche pas d'écouter, ou au restaurant, vous fermez les yeux et vos proches vont s'habituer à vous voir fermer les yeux. Ça vous calme. Donc rien que ça, les pieds posés par terre, le fait de fermer les yeux, ça calme. Donc on a les autocontacts aussi. Mmh, Soit les deux mains, soit une main, le front, mmh, l'arrière de la tête, là où passe le nerf vague, passe beaucoup là. Et on peut faire les deux si on veut. Ces gestes-là sont très calmants. Alors, bien sûr, celui-là, il est visible, hein. Alors que si on fait comme ça, même dans les transports en commun, les gens vont même pas s'en rendre compte. mmh. On peut aussi toucher les oreilles. Alors, si on a des boucles d'oreilles, on fait autour de la boucle d'oreille, parce que le nerf vague passe par dans les oreilles Je aussi. vais bailler évidemment, hein. On peut bâiller, voilà, bâiller, soupirer, souffler. On peut caresser le côté du cou. Alors, on a donc l'arrière de la nuque, hein, bien sûr, l'arrière du crâne et la nuque.
Mais sinon, on peut discrètement ou pas discrètement, ça dépend dans quelle situation on est, euh, frotter le- les parois du cou. Et on a bien sûr l'autocâlin qu'on Mm. connaît bien déjà, parce que là, on est sur le trajet du nerf vague, à l'intérieur ou à l'extérieur des bras. Avec les yeux, si on est chez soi, il y a le fameux exercice de Stanley Rosenberg où on va regarder pendant plusieurs respirations le coude droit. Vous commencez par le côté que vous voulez, hein. Là, je propose le coude droit pendant plusieurs respirations, puis vous revenez au centre, vous regardez en face, loin comme à l'horizon, et vous regardez le coude gauche sur plusieurs respirations. Là, bien sûr, pour vous le montrer, je le fais rapidement, mais vous prenez vraiment le temps de sentir que le corps répond par une déglutition, un gargouillis, un soupir, un bâillement, les yeux qui pleurent un peu, et toutes sortes de réponses physiologiques. On a aussi l'exercice quand on est chez soi, on met une main sur la tête, l'oreille droite vers l'épaule droite, et les yeux vont regarder en haut à gauche. Et j'ai vu qu'il y avait un thérapeute canadien qui fait aussi regarder en bas à droite après, et c'est très efficace aussi. Donc après avoir regardé en haut à gauche, on regarde en bas à droite, et on revient au centre. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, donc la main gauche sur le crâne, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Les yeux vont aller regarder le plafond ou le ciel à droite pendant quelques respirations. Puis on va regarder, là je vais vite, mais chez vous, vous faites lentement, hein. Et on va regarder en bas à gauche, le sol à gauche. Et on revient au centre, on regarde le plus loin possible. Donc ça, c'est quand on est chez soi. Si on n'est pas chez soi, on peut très bien avec les yeux Mm. aller regarder vers la droite, puis vers la gauche. Et si c'est possible, on ferme les yeux, comme ça personne ne verra ce que vous faites avec vos yeux. Vous fermez vos yeux et vous allez regarder le plus possible vers la droite, jusqu'à ce qu'il y ait un signal dans le corps, puis vous allez regarder le plus possible vers la gauche. Donc de toute façon, même dans les transports en commun, dans une réunion ou au restaurant, on peut prendre le temps de cette régulation avec les yeux. On sait en hypnose que quand on regarde vers le haut, ça provoque euh, les ondes alpha, qui sont les ondes de la relaxation. Donc on peut faire ça aussi les yeux fermés, aller regarder vers le haut. Et j'en profite pour dire pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, même les yeux Mhm. fermés, bravo Anne-Catherine, c'est super. J'arrête pas de bailler, mais moi, Démonstration ça faite. marche super. Pour se réendormir, on a les exercices de respiration où on expire 2 fois plus longtemps qu'on inspire. Avec le nez, c'est mieux. Mais on peut aussi, après, envoyer les yeux regarder d'un côté ou vers de l'autre côté, et puis en haut, jusqu'à ce qu'on sente que le corps se relâche pour s'endormir. Donc voilà les petits exercices que je voulais vous montrer. On peut aussi caresser ses mains, les frotter. Mm. Ça, se frotter les mains, c'est un geste courant. Donc, Mhm. vous pouvez le faire où vous voulez, quand vous voulez. Et si vous avez vraiment besoin de vous calmer, vous faites plus lentement. Au contraire, si vous avez besoin de sortir d'une forme de sidération ou d'hébétude, vous faites plus fort. Hein. De même que ce geste-là, si vous sentez que vous êtes en train de vous immobiliser, ben vous allez taper Mm. au lieu de caresser. Voilà mes petits trucs à je, toi. je souris parce que moi, c'est dès que je commence à en faire, et ça, on l'a pas encore dit, mais l'important, en tout cas, quand on y arrive et que qu'on a le temps dans sa journée, c'est de pouvoir le faire régulièrement aussi, pas seulement en moment d'inconfort, mais de le faire régulièrement. Et ça, je te laisserai expliquer le pourquoi, même si voilà, ça paraît logique, mais moi, c'est chaque fois, je bâille. Et les mouvements des yeux, en fait, c'est vraiment ce que je préfère. Maintenant, comme je propose aux clients que j'accompagne, ben, eux, ben, parfois ça va être l'oreille. Donc, il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que l'oreille, ben, finalement, alors qu'avant ça fonctionnait pas spécialement, ben là, l'oreille aussi, ben, je baille, je baille, je baille. Et tu disais, hein, pour dormir, moi, c'est un jour, je me suis dit, mais je veux garder les yeux fermés et je veux faire les mouvements. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'apaisait tout le corps et aussi que mon mental s'était arrêté, quoi. Donc, je me dis, mais c'est puissant parce que rien qu'en en fermant les yeux, en bougeant ses yeux, en faisant le M aussi, hein, comme le petit, voilà, on part d'un côté en bas, puis on remonte, on va tout doucement, et de le faire même les yeux fermés. Mais en fait, enfin, en tout cas, chez moi, c'est vraiment, ça m'apaise tout de suite. Donc ça, ce sont en effet des mouvements qui ne se voient pas. Ou si on va aux toilettes, comme je disais tout à l'heure, bah, qu'on peut faire et qu'on peut, voilà,
2, 3 minutes, bah, on revient finalement à un centrage. Alors moi, j'aime beaucoup faire comme ça, que ce soit par exemple dans ma pratique de yoga, mais aussi quand je sens que je pars dans tous les sens, bah, il y a un moment donné, c'est OK, je me recentre comme ça. Mais je trouve que les exercices que tu viens de nous montrer, bah, finalement, ça fait ça. Ça vient nous recentrer. Et donc, Alors, l'importance, oui, pardon, vas-y. juste une parenthèse, ce que tu dis est très très juste et très important. Et il y a un autre psychothérapeute canadien, québécois, qui est somatothérapeute et qui dit quelque chose qui est très vrai. Ça sert à rien d'aller se faire masser, par exemple, si on est en ébullition, en suractivation du système nerveux. Pour profiter du massage, il faut d'abord calmer le système nerveux. Et lui, il a un truc qui effectivement est très efficace. Avec le petit doigt, dans chaque oreille, il y a au centre du cartilage de l'oreille un creux. La partie la plus creuse du cartilage de l'oreille, vous mettez votre petit doigt et vous massez la partie la plus creuse, le plus profondément possible dans ce cartilage. Vous massez lentement, en profondeur, dans un sens puis dans un autre. Et là, on touche directement le nerf vague. OK. Et donc, vous faites ça 30 secondes, une minute, et vous pouvez profiter de votre massage ou de votre séance de thérapie ou de ce que vous aviez prévu ou du cinéma ou du film que vous vouliez voir ou du repas avec les proches. C'est très discret parce que vous pouvez le faire bon, des deux côtés si vous êtes seul, mais sinon, vous faites que d'un côté, on a l'impression que vous vous grattez l'oreille et tout va bien. Et en fait, ça nous permet de mieux profiter des situations agréables de la vie quand nous sommes dans un état de saturation ou de mobilisation. Hmm. Moi, ce que je propose parfois aussi, mais là, c'est plutôt avec les enfants, c'est de pouvoir décharger. Donc, d'avoir, quand je sens que, voilà, où j'explique ça aux parents, l'enfant revient de l'école, il a dû parfois être assis sur une chaise très longuement, alors qu'il avait envie peut-être de plus être debout, de courir, de parler, enfin voilà. Et donc, je propose vraiment un moment où l'enfant va décharger. Alors, avec les enfants, je dis, ben, on va faire sortir le vent qui est à l'intérieur de toi et en fait, j'utilise j'utilise la même métaphore avec les adultes ou des personnes qui parfois cogitent beaucoup dès que logiquement ils se mettent pour s'endormir. Je dis bah, peut-être que si les exercices de régulation ne fonctionnent pas, euh, allez rapidement, on ne demande pas d'être rapide, mais vous pourriez peut-être vous lever et plutôt décharger en secouant un peu tout le corps avant de réguler. Et finalement, c'est un peu ça que tu proposes aussi en faisant le test. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, mais certaines personnes vont avoir envie Oui. de courir ou d'aller marcher ou de chanter, effectivement d'avoir une activité plus tonique avant de passer à des exercices de régulation pour s'apaiser. Donc oui, et ça c'est une bonne façon de trouver ses propres pratiques de régulation. Mais oui, ça c'est important de le dire, hein, il y a tout un panel et tu nous en proposes vraiment beaucoup aussi dans celui-ci. Il y a vraiment aussi tout, enfin pour moi c'est un guide d'introspection et avec plein de propositions justement pour se faire du bien. Et c'est important de pouvoir trouver ce qui fonctionne pour vous. Parce que dans les exercices de régulation, il y en a différents. Et pour certaines personnes, on préfère certaines. Moi, j'ai dit que c'était les yeux. Il y en a, je sais, c'est plutôt les oreilles. Il y en a, c'est plutôt leur centrage ou la respiration. Moi, j'ai eu longtemps du mal à me centrer sur ma respiration et je me rends compte que finalement, les exercices de régulation en bougeant les yeux m'apaisent plus facilement et plus automatiquement, j'ai envie de dire ça, que la respiration, parce que pour moi, c'est encore compliqué de me concentrer longuement sur la respiration. Tout à l'heure, on disait que c'était important. Pardon, vas-y, excuse-moi. Oui, concernant la respiration, ce que tu dis est très important aussi, et c'était mis en évidence par d'autres chercheurs, c'est que le rythme de la respiration, et notamment la longueur de l'expiration, a un impact direct sur la fréquence cardiaque et le rythme cardiaque. En revanche, si le système nerveux autonome est mobilisé par euh, la saturation ou des situations de stress, de risque, etc., on aura beau se centrer sur la respiration, on ne va pas y arriver. Hmm. C'est pour ça que ces exercices de régulation avec les yeux, les oreilles, la nuque, le cou, le toucher, ce sont des préalables à la respiration. Et que le plus souvent, on oublie qu'on a d'abord besoin de
calmer le système nerveux autonome, de revenir à l'activité du nerf vague ventral pour pouvoir se centrer sur la respiration. Et à ce moment-là, on va installer l'état de calme. Hmm. Oui, c'est vraiment intéressant de nouveau de comprendre en fait et de pouvoir aussi l'expliquer bah, déjà pour soi mais aussi pour les personnes qu'on reçoit parce que c'est pas anodin finalement d'entendre oui mais moi la respiration je ne sais pas me concentrer dessus. Bah, déjà ça s'apprend de pouvoir porter son attention longuement sur quelque chose c'est vraiment une gymnastique mentale j'ai envie de dire hein. C'est remuscler tout ce qui se passe dans le cerveau et recréer des circuits neuronaux si je peux me permettre de vulgariser entre guillemets comme ça. Euh, Qu'est-ce et d'où la prévention finalement, enfin, d'utiliser, tu préconiserais, entre guillemets, de faire ces exercices tous les jours, de le faire régulièrement, quel est de nouveau, on n'est pas là pour être dans la perfection, mais à partir de quand est-ce qu'on voit que ça vraiment ça fonctionne quand on est dans le préventif? Hein. Alors, je pense que la prévention, et je constate que la prévention est vraiment extraordinairement importante pour trois raisons. La première, parce que nous vivons dans un monde qui est chaotique et donc qui provoque du stress qui envoie des signaux de non-fiabilité, de non-sûreté, des signaux de détresse, on va dire. Hein. Hmm. Donc, tout le monde est concerné par le monde dans lequel nous vivons. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, nous avons besoin de pratiquer ces exercices tous les jours. Après, je viendrai lesquels pratiquer. La deuxième chose concerne les personnes hautement sensibles qui ont un système nerveux autonome et un cerveau plus facilement excitable, avec un seuil de stimulation beaucoup plus bas et un seuil de saturation plus bas aussi, on sature plus facilement, et une intensité plus forte. Donc pour les personnes hautement sensibles, euh, cette culture, cette culture de la régulation, elle est importante au quotidien. Et troisième catégorie de personnes, c'est les personnes qui ont vécu des traumatismes forts ou pas forts, visibles ou pas visibles, et notamment des traumatismes relationnels, que ce soit dans leur famille, mais ça peut être aussi à l'école, au collège, au lycée, à la fac ou au travail. Même des adultes au travail qui ont vécu des situations difficiles pendant des mois ou des années, ça a marqué leur système nerveux profondément. Et donc cette pratique quotidienne, elle régule profondément, elle recalibre, comme disent les scientifiques, elle recalibre le système nerveux autonome. Donc ça fait trois bonnes raisons de pratiquer au quotidien. Après, il y a une raison toute simple qui est effectivement ces circuits neuronaux. Alors moi, j'aime pas trop qu'on compare le cerveau aux muscles parce que c'est pas du tout pareil. Hmm. Le fonctionnement des muscles, le fonctionnement du cerveau, c'est pas pareil. Mais bon, c'est vrai qu'on crée des circuits neuronaux dans le cerveau et dans le système nerveux par la pratique, par la répétition. Donc, plus on pratique ces exercices et ceux qui nous parlent, qui nous correspondent le mieux, plus on va avoir cette habitude qui fait que dès qu'on en a besoin, non seulement on sait quel exercice faire et comment le faire, mais le système nerveux, le cerveau répond tout de suite puisqu'ils en ont l'habitude. Donc, moi, je fais plusieurs fois dans la journée, matin, à peu près matin, midi et soir, hein, et pas forcément les mêmes exercices, mais j'en fais tous les jours, trois fois par jour. Après, voyez le temps dont vous disposez, les exercices qui vous plaisent, ceux qui vous apportent le plus de réconfort, mais gardez aussi, alors soit grâce au livre sur les traumatismes avec ces 14 exercices illustrés, soit avec une vidéo dont on vous mettra le lien Hmm. que j'ai faite avec 10 exercices de régulation du nerf vague d'activation du nerf vague ventral. Gardez des pratiques aussi de secours, c'est-à-dire même si vous ne les pratiquez pas tous les jours, ayez quelque part sous la main ou sur votre ordinateur des pratiques supplémentaires qui peuvent vous aider dans des moments critiques où vous avez besoin d'en faire un peu plus ou de tester autre chose si les pratiques habituelles ne sont pas suffisantes, parce qu'il peut y avoir des moments vraiment difficiles ou pénibles où nous avons besoin de plus d'exercices. Et est-ce que les étirements sont aussi des exercices qui peuvent réguler le système nerveux, enfin Oui. le nerf vague. Je disais, mais système, non, c'est le nerf vague. Le système nerveux, oui. Ah oui, bien sûr. Alors, comme le nerf vague va partout, quelle chance. Si on fait des étirements, le cou, la tête, les bras, les jambes, eh ben oui, ça active le nerf vague ventral. Et il y a des étirements qui sont fabuleux pour relancer l'activité du nerf vague ventral. Ce sont les étirements qui vont tirer sur les flancs, Hmm. parce que le nerf vague, il passe aussi beaucoup sur les côtés. Donc, tout ce qu'on fait
En plus, c'est très bon pour le système digestif, hein, Mhm. du point de vue du Qigong et de la médecine traditionnelle chinoise. Mais tout ce qu'on fait en étirement sur le côté pour étirer les flancs, les côtes, etc., va activer le nerf vague ventral de façon fabuleuse. Mais c'est comique parce que je souris parce que quand tu parles, je vois des images où le yoga, dans la pratique, je pratique le yoga, le yin et le hatha, et je trouve que dans le yin, dans la manière dont, en tout cas, ma prof le pratique, c'est vrai, ça rejoint en fait beaucoup d'exercices, alors pas spécialement ceux qu'on vous a montrés, mais les flancs, et puis elle parle beaucoup de médecine traditionnelle chinoise aussi, donc il y a vraiment plein de choses qui me... Et justement, pourquoi est-ce que je parle de ça, c'est que euh, avant de connaître les exercices de régulation du nerf vague, et ben, dès que je me mettais sur mon tapis de yoga et que le cours allait commencer, et ben, je bâillais. Comme maintenant avec les exercices. Donc, c'est ça quand tu dis finalement le cerveau prend l'habitude de se rendre compte que ben, là, en fait, il est dans une situation qui est OK pour lui, ben, la détente arrive. Je trouve Tout que à c'est ça la fait. magie, en fait, aussi. Et c'est ça la neuroperception, c'est-à-dire que ton tapis de yoga est assimilé pour toi, ton système nerveux et ton cerveau à un moment de détente, de fiabilité, de confiance, de bien-être, de confort, de régulation. Mm. Et voilà. Et ça lance déjà, le simple fait de se mettre sur son tapis de yoga, ça lance déjà ça relance l'activité du nerf vague ventral. Donc c'est pour ça aussi qu'on a intérêt à avoir des pratiques qui sont un peu des routines, qui sont nos rituels de régulation parce que ça renforce cette régulation. Et rajoutons, tout ça c'est l'autorégulation, la régulation par soi-même, rajoutons ce type de conversation que nous avons depuis tout à l'heure, c'est de la co-régulation. Quand on est en confiance avec une personne, qu'on écoute et qu'on échange de façon profonde, ce qui est tellement désiré et souhaité par les personnes hautement sensibles, hein, ce type de relation profonde, sincère, authentique et vraie, eh bien, on est dans de la co-régulation où notre système nerveux autonome, il fait miam miam, il adore. Il y a rien de mieux pour l'être humain. C'est magnifique, j'adore. Mais d'ailleurs, ça me fait penser aux échanges, voilà, des tables rondes auxquelles j'ai participé, enfin, on en parlait tantôt, mais c'est vraiment, moi, j'ai pas, c'est difficile de trouver le mot parce que on se sent ressourcé après et on se sent comme dans une bulle. Enfin, moi, il y a vraiment un côté comme ça de sentir une bulle de douceur ou un cocon comme ça. C'est vraiment ça. Et du coup, l'émotion qui vient aussi quand je pense à ça et quand tu viens de dire ce que tu viens de dire, parce que moi, je trouve ça très touchant et on sait à quel point ben, ça nous nourrit aussi en tant que personne hautement sensible, ces relations authentiques. Euh, euh, et voilà, qui sont en tout cas à développer et à continuer parce que c'est très précieux. Oui, et c'est vraiment ça la révolution sensible. Et pour ceux qui n'aiment pas le mot révolution, je peux comprendre, moi il ne me dérange pas, mais pour ceux qui ne l'aiment pas, on peut parler d'évolution sensible. C'est-à-dire que plus nous serons dans des échanges de co-régulation avec confiance, bienveillance, bénévolence, ce calme, cette curiosité, cet accueil de l'autre et de soi, cette acceptation de tous nos ressentis, cette célébration de nos sensibilités, plus nous favoriserons des relations, puis des groupes, puis une société qui sera dans la régulation, qui sera dans la confiance, la curiosité, la création. Et je pense que vraiment on peut changer le monde. Je suis un utopiste, un idéaliste incorrigible, mais j'y crois. Et je vois qu'à l'Observatoire de la sensibilité, on a cette capacité à échanger ensemble des choses qui sont vraiment belles, qui sont vraiment humaines, qui sont vraiment sensibles, et que nous pouvons rayonner grâce à cette quinzaine de la sensibilité. J'en reprofite pour remercier toutes les personnes qui y ont participé, qui l'ont créé, qui ont communiqué, qui ont enfin, fait en sorte qu'elle existe, cette quinzaine de la sensibilité 2026. Vous remercier du fond du cœur d'être là, Oui. d'être là Anne-Catherine, d'être là Christine, d'être là Lydia, d'être là Pascaline, toutes les personnes qui ont vraiment fait en sorte que cette quinzaine existe, d'être là la codirection, ces 5 personnes qui codirigent l'Observatoire de la sensibilité, d'être là vous, personnes de l'Observatoire, d'être là vous, auditrices, auditeurs qui nous écoutez, qui nous regardez, spectatrices, spectateurs qui nous regardez aujourd'hui et qui non seulement nous regardez, mais participez, vous participez avec nous
à la construction d'un monde sensible. Et même si nous avons l'impression que le monde autour, qui n'est pas le monde avec un grand L et un grand M, hein, Hmm, c'est un monde chaotique autour de nous, nous sommes aussi le monde. Et ce monde sensible, ce monde créatif, ce monde de la curiosité, ce monde de la bienveillance, de l'empathie, de la compassion, de nos sensibilités partagées, ce monde de nos sensibilités partagées, c'est le vrai monde. C'est celui qui rayonne, c'est celui qui va progressivement créer une planète où il fait bon vivre pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, etc. hmm. Ça fait du bien de t'entendre dire ça. Je ferme les yeux pour vraiment l'intégrer. euh, Parce que c'est plein d'espoir. Et, euh, et c'est vrai, je vais parler pour moi, mais dernièrement, quand je vois l'autre énergie de tout ce que tu viens de dire, l'autre énergie du monde, ben c'est vrai que, allez, on se régule de plus en plus et on s'aime de plus en plus parce que on peut se sentir parfois impuissant. D'où l'intérêt d'être, comme tu le dis si bien, d'être déjà bien avec soi-même moi, une phrase qui est, qui est importante pour moi, c'est être bienveillant avec soi, permet d'être bienveillant avec les autres aussi. Mais ça paraît un peu bateau, mais finalement, s'aimer soi, ça permet d'aimer l'autre et de se réguler soi. Ça permet aussi de passer, euh, en fait, en tout cas, d'avoir conscience des peurs qui peuvent nous finalement, allez, nous amener des comportements qui sont pas OK, comme on voit dans ce monde-ci, hein, finalement. Je t'ai entendu en parler en interview, etc. Mais où finalement, si certains de ce monde qui le dirigent, entre guillemets, ben, apprenaient à se réguler, peut-être qu'il y aurait moins de guerre et beaucoup plus de paix. Oui, oui, et c'est ce que je ne cesse de dire maintenant, c'est-à-dire que apprenons la régulation et la co-régulation à tout le monde, et notamment aux hommes, donc masculins, qui nous dirigent et qui sont particulièrement dérégulés. Hmm, Ces figures machistes du pouvoir partout sur la planète, ou presque partout sur la planète, ces figures patriarcales, elles sont particulièrement dérégulées et dérégulantes. Et ce sont des contre-exemples de ce qui est bon pour l'être humain, de ce qui est bon pour la société, de ce qui est bon pour la planète. Donc apportons-leur de hmm, façon éducative, de façon bénévolente, apportons-leur les bons repères sur l'être humain, le système nerveux, leur biologie, mais aussi les relations pour que de plus en plus de dirigeantes et de dirigeants, de femmes et d'hommes politiques apportent cette régulation, cette co-régulation, mais aussi cette curiosité, cette créativité, cette confiance, cette bénévolence, cette bienveillance, etc., cette empathie, cette compassion et ce partage sensible. Moi, je trouve que le mot partage sensible, il est très vrai, vécu dans les tables rondes de cette quinzaine de la sensibilité, dans les entretiens et les échanges de cette quinzaine de la sensibilité, pour montrer que ça existe, mhm. qu'on peut vraiment, dans le partage sensible, rire, pleurer, bâiller, s'exprimer, témoigner ensemble et montrer vraiment qui nous sommes sans masque, sans barrière, sans armure, sans blindage, sans rien du tout, Mhm, mhm, être dans notre vérité d'être humain, parce que plus on verra, et j'en profite pour vous dire, faites circuler ces vidéos, mhm. partagez-les sur vos réseaux sociaux, partagez-les à vos amis, à vos proches, à vos familles, pour montrer que c'est possible, que nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans la réalité pratique, concrète, incarnée de nos vies réelles. C'est vrai, ça existe, c'est possible. Oui, et aussi, elle est de cultiver en fait, de cultiver ça dans le sens où on nous montre aussi, les médias nous montrent aussi des choses, enfin on n'est pas un journal télévisé où c'est négatif, alors que il y a plein d'autres choses positives dans le monde. Et donc regardez cette quinzaine, regardez des podcasts, enfin, écoutez des podcasts, regardez des échanges tels que les nôtres, permet de nourrir, comme tu dis, cette révolution sensible et se rappeler qu'elle est là déjà, qu'elle est déjà Oui. là et qu'elle est déjà bien en marche et pas ce qu'on nous fait croire qu'en fait il n'y a rien qui existe. Je pense que ça c'est, j'ai des frissons. Oh, j'ai des frissons, ça c'est quand il y a l'intuition qui vient me faire tonk tonk disant oui oui c'est ça. Donc voilà, moi je tiens vraiment à te remercier profondément, sincèrement, amicalement de toi, Saverio, parce que tu as remercié tout le monde, mais l'Observatoire, c'est toi qui l'as fondé, cofondé. Donc merci beaucoup
beaucoup parce que c'est toi qui, si on parle de marche, qui a mis la première marche à tout ce qui s'est créé par la suite. Merci à vous qui nous écoutez et je sais par expérience des autres années à quel point vos commentaires sont toujours très émouvants. Donc n'hésitez pas. Soyez vrai, soyez authentique, osez votre singularité comme j'adore te l'avoir entendu dire et je l'utilise maintenant souvent. Et vive la révolution sensible. Merci Anne-Catherine, merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais, pour cet entretien. Vive la sensibilité, vive la révolution sensible et vive chacune et chacun de vous. Merci, merci, merci à vous tous qui nous écoutez. Merci à toi, Saverio. Merci à tout le monde et au plaisir de vous retrouver. Merci. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous traverse dans le cœur pour nous le partager. Merci beaucoup, Saverio. Belle fin d'après-midi à vous et à tout bientôt.